Bonjour, ici Yannick Vézina et bienvenue au Café du vendredi 23 juin. Si tu commences à te sentir bien en courant un ultramarathon, fais-toi-en pas, ça va passer. Grand champion du 125 km! C'est la Minute NAC et aujourd'hui, je vous parle du Drink Mix Ultra Énergie. Je vous en ai parlé souvent, mais là, il y a une belle nouveauté dans le packaging des calories liquides de NAC. Un nouveau format individuel qui est pratique, qui est portable. Ben oui, fini l'époque où on mettait notre poudre Drink Mix dans des ziplocs, là qu'on venait les doigts tout collants à essayer de remplir nos flasques en courant. C'était n'importe quoi. NAC écoute son public et propose des nouveaux sachets individuels qui vont changer votre vie. Ça se vend en paquet de 6 et c'est tout simplement parfait pour vos prochains grands projets de course. Dans chaque portion individuelle, il y a 250 calories liquides à mélanger dans 500 ml d'eau avec des protéines complètes, des BCAA à un niveau optimal pour l'effort. Bref, les meilleurs produits dans les meilleurs formats. NAC pense à vous autant pour le contenu que pour le contenant. C'est merveilleux. Ça se trouve sur le nac.com. Si c'est ta première commande, tu as le droit à 15% de rabais avec le code promo pas sorti du bois, PASSORTIDUBOIS. Bon épisode tout le monde. Ouais, ben, on n'est pas sorti du bois, hein? Bonjour tout le monde, bon vendredi. C'est la grande messe du trail en fin de semaine. C'est la Western States. C'est plein de choses aussi, on s'entend. C'est la Saint-Jean-Baptiste. Bonne Saint-Jean, bonne fête nationale des Québécois. Mais cette année, la Saint-Jean, ça rime avec la Western States. Vous le savez, avec Marianne, on a fait plusieurs en route vers Western States depuis 2 ans. Je vous parle de cette course-là parce que elle est épique. Ça fait des années que ça existe. Cette année, on célèbre les 50 ans depuis la première fois où il y a un dude qui a décidé de pas participer à la course de cheval sur son cheval, mais de le faire à pied. C'est devenu la Western States. Bref, je vous ai déjà raconté l'histoire à maintes reprises. C'est assez exceptionnel cet événement-là, puis ça a lieu en fin de semaine. Donc, je me suis dit, on revient avec le format Café du vendredi. Le temps d'un week-end. Il n'y avait pas d'épisode mercredi passé. Je vous avais déjà annoncé lors du dernier épisode avec Jeff et Charles que prenait une pause mercredi prochain parce que on se gardait un épisode post-Western State le dimanche avec Nicolas Dan. Je vous en reparlerai tantôt. On va le faire, mais je me suis dit, café du vendredi, il s'est passé plein de choses cette semaine. Why not? On ramène le concept le temps d'un vendredi. Donc, première chose que je vais vous parler, c'est le Gaspésia 100 qui avait lieu la semaine passée à Percé. Comme d'habitude, les participants y en ont eu pour leur argent, tout un cocktail météo qui attendait les coureurs. Puis je tiens à féliciter toutes les personnes qui ont osé prendre le départ sur une de ces distances-là. C'est pas un événement facile, c'est le processus qui est le plus important. Après ça, le jour J, est-ce que la température est de notre bord? On s'en fout, vous vous êtes entraîné pour ça puis vous pouvez être fiers. Je tenais quand même à souligner la performance de Yannick Bernard, le grand gagnant du 100 000 et le nouveau détenteur du record du parcours. Il est moins d'1 minute 30 sous le précédent record qui appartenait au triple champion Thomas Duhamel. Donc le record du parcours, ça avait été fait en 2019 et Yannick l'a battu. Écoutez, Yannick me racontait qu'il est passé vraiment proche de ne pas avoir le record. À 1 kilomètre de l'arrivée, écoutez, il a pris le temps de replacer son dossard pour la photo d'arrivée. Il s'est dit, bon, mon dossard est tout croche. Je vais prendre le temps de le repiner, de le mettre beau. Dans le processus, il a perdu une épingle, il l'a retrouvé. Bref, il l'a cherché. Des secondes précieuses s'écoulaient. Puis lui, il savait pas qu'il était sur le point de battre le record du parcours. Fait que bref, il l'a battu d'1 minute 30. Mais je trouvais l'anecdote vraiment très drôle de prendre le temps de replacer ça. Des fois, rendu à la fin d'une longue course comme ça, on n'a plus les idées claires, puis ça devient donc bien important de replacer son dossard dans le bon sens. Bravo aussi aux 3 autres finishers de cet infâme 100 000. On le sait, c'est le 100 000 le plus difficile au Québec. C'est celui qui a le taux d'abandon le plus élevé, mais Tim McDonough a pris la 2e place. C'est son 2e finish, si je ne me trompe pas, en Gaspésie. Dave Landry et Bruce Guittard, tous les deux ont aussi terminé. Donc, on a eu un podium, 3 premières places, puis le 4e, Bruce a eu la lanterne rouge. On le sait, au Gaspésia, on célèbre la dernière personne de chaque distance. Donc, en étant le 4e et dernier finisher, ben Bruce a eu ça aussi. Donc, bref, félicitations à tout ce beau monde-là. Félicitations à tout le monde qui a participé. Félicitations à Jeff Tapp et son équipe pour l'organisation. Seb Dion, Kat Annabelle, bref, toute l'équipe, les bénévoles aussi, bien sûr, faut pas les oublier. C'est grâce à tous ces gens-là, puis à l'accueil des gens de Percé que les coureurs peuvent triper à chaque année au mois de juin pour le Gaspésia.
scoop qui n'en est pas un parce que je m'en cache pas depuis longtemps, mais je serai à percer pour le Gaspésia 2024, sauf si je me fais piger pour la Western State. On reviendra encore à cette course-là, ça a toujours un lien, tout est dans tout. Autre événement qui a eu lieu la semaine passée, c'était la première édition de l'échappée de l'île aux Coudes, qui est en fait le demi-marathon de l'île aux Coudes qui a eu lieu pendant des années, qui a été repris cette année par Événement Arikana qui fait toujours, qui fait jamais les choses à moitié. Puis il y avait Charles Castonguay, on a parlé au dernier épisode, qui était impliqué parce que c'est un gars de l'île aux Coudes et il a aidé à sortir des nouveaux parcours, en fait d'avoir de la trail le dimanche. Donc c'est sûr que si Arikana se mettait le nez dans un événement comme ça, il allait innover et ajouter de la trail, c'est ce qui s'est passé. Donc, il y avait plusieurs courses de route le samedi, de trail le dimanche. Je tiens à souligner quelques performances comme ça parce que sur le 23 km route du samedi, donc le Tour de l'île, David Savard-Gagnon l'a remporté en 1h21-17, 1h21 pour un 23 km, attention, à 1 minute de son propre record du parcours qui date de 2013. Il avait déjà remporté l'épreuve à 4 reprises du temps que c'était le demi-marathon de l'île aux Coudes, en plus de 4 deuxièmes places. Donc, ça fait longtemps qu'il participe à cet événement-là. Donc, vraiment très impressionnant de ce côté-là. Charles Castonguay, on revient encore à lui, qui a terminé 2e sur le 23 km, et Félix Bossé-Lebeau, 3e. Chez les femmes, Nadège Vincent a gagné devant Pénélope Auger et Danielle Penneau. Moins de 2 minutes séparent les 3 femmes sur le podium, donc ça a été une chaude lutte. Bien sûr, je vous défierai pas tous les résultats, mais on saute au 21 km du dimanche, le nouveau 21 km trail. La première fois qu'il y avait un événement, une course de trail à l'île aux Coudes. On sait que plusieurs athlètes combinaient les deux épreuves, question de profiter de leur passage sur l'île pour se faire un week-end choc ou en tout cas un gros doublé. Sur le 21 km trail, c'est Benoît Didier qui l'emporte en 1h19. Écoutez, 1h19 sur demi-marathon, 21 km, c'est très rapide. On le savait que c'était de la trail roulante, mais là, ça reste de la trail quand même avec un terrain accidenté. 1h19, c'est très, très, très rapide. Si le nom vous dit quelque chose, Benoît Didier, c'est lui qui avait gagné l'UTHC 42 l'année passée. Guillaume Rioux et David Savard-Gagnon, ben oui, lui encore, complète le podium. On parle de 11 secondes entre le premier et le troisième. C'est complètement fou. Benoît Didier, 1:19:43. Guillaume Rioux, 1:19:50. Et David Savard-Gagnon, 1:19:54. C'est très, très, très impressionnant, très serré, puis c'est surtout vite en titi. Chez les femmes, Frédéric Latraverse l'a remporté en 1:34:03, suivi de Louise Guesquière. Et il y a Joëlle White qui a terminé 3e sur le 21 km. Puis je tiens à le mentionner, elle avait remporté le 10 km la veille, donc elle avait même été 2e overall, puis avait établi le record du parcours chez les femmes en 38:07 sur le 10 km route à l'île aux Coudes le samedi. Le dimanche, les jambes un peu cassées probablement, bang, 3e place. Très impressionnante cette Joëlle White. David Savard-Gagnon est couronné le roi de l'île aux Coudes avec un cumulatif de 2h41 pour le combo des deux courses, le 23 et le 21 km. Dans cette même ordre d'idée-là, Charles Castonguay est le 2e avec le meilleur temps combiné, 2h46, donc à peine 5 minutes derrière David Savard-Gagnon. Chez les femmes, si mes calculs sont bons, c'est Gabrielle Morin-Harvey qui est couronnée la reine de l'île aux Coudes pour le doublé. Elle qui a très bien performé les 2 jours avec un temps combiné de 3h35. Donc l'échappée de l'île aux Coudes, c'est quelque chose à mettre à votre agenda dans les prochaines années. Ça a l'air vraiment, vraiment trippant. Complètement différent de ce qui se fait au Québec, tant en course de route, un tour de l'île comme ça, un demi-marathon qui en fait finalement 23 km, plus de la trail après. C'est vraiment trippant, ce nouvel ancien événement-là. Parlant d'événements Arikana, l'équipe a annoncé sa programmation estivale, puis comme d'habitude, c'est sharp, puis ça promet. Première chose, événement Arikana ouvre 6 parcours balisés en permanence sur lesquels vous pouvez vous challenger seul ou en gang. Je suis sur plein de groupes de trail Facebook, on voit souvent des gens qui cherchent « Hey, tel parcours, es-tu balisé? » Arikana vous en balise 6, donc au Mont-Grand-Fond et au massif de Charlevoix. Donc du 24 juin au 10 septembre, c'est balisé au Mont-Grand-Fond. Il y a un 5, un 10, un 20 et un 28 km. Et du 8 juillet au 10 octobre, c'est au massif de Charlevoix que ça se passe. Il y a un 17, un 10, un 2.5 même pour les enfants qui est une nouveauté cette année. Donc c'est vraiment le fun, ces parcours qui sont balisés. C'est gratuit bien sûr. Arikana vous incite à
à vous prendre en selfie puis à partager ça sur les médias sociaux. Il y a même une compétition amicale qui peut se faire parce que vous pouvez enregistrer vos parcours sur Strava à compter du 8 juillet. Les parcours vont être là. Il va y avoir des prix de présence ou des prix de participation, en tout cas dans le courant de l'été. C'est vraiment trippant qu'Événement Arcana fasse ça. Deuxième chose, tantôt je disais 8 juillet, donc c'est le début des parcours balisés massifs. En fait, c'est parce que le 8 juillet, je vous en avais parlé dans un autre épisode, c'est le Festi-Trail, un événement qui est un événement qui se veut un lancement de la saison, créé par Événement Arcana. Ça se passe le 8 juillet de 15h à 22h dans le coin du Massif. C'est un événement exclusif qui est limité à quelques 75 participants, moins d'une centaine. Donc, le départ puis le lieu festif, ça se fait à la coopérative de solidarité L'Affluent. Donc, c'est à Petite-Rivière-Saint-François, c'est pas loin du Club Med. En s'inscrivant, on participe aux 17 km sur le massif, donc celui qui est balisé pour le reste de l'été. Un beau 17 km avec des points de vue écœurants, 900 mètres de dénivelé sur 17 km. Il y a de quoi se casser les jambes. Puis ça se finit avec une belle petite fin de soirée sur le bord d'un feu avec chansonnier, repas style barbecue. Bref, c'est vraiment, vraiment trippant. C'est à compétitif. Il n'y a pas de chronométrage, il n'y a pas de podium. C'est juste pour le fun avec des gens qui sont passionnés. Donc, il y a 15 nouvelles places qui viennent de s'ajouter à ce qu'il y avait déjà. Mais attention, ça va partir très vite. Si vous avez le goût de vous inscrire, le lien est dans le descriptif de l'épisode. Sautez là-dessus. Finalement, troisième chose dans cette programmation estivale de Événement Arcana, le Week-end Choc qui est organisé dans le cadre des épisodes Nord dans l'Anaudière. Vous vous rappelez, j'avais reçu Loïc Martel-Magnan à l'épisode 143 pour parler de ce nouvel événement trail organisé par le Festival Nord. Ça s'appelle les épisodes Nord. Il va en avoir plein dans diverses sphères du plein air, mais dans ce cas-ci, l'épisode Nord de trail a lieu les 15 et 16 juillet prochains dans l'Anaudière. Puis Arcana saute dans le bain et va collaborer avec le Festival Nord pour faire un week-end choc événement Arcana. Ils vont offrir des cliniques, des trucs pour le succès d'un bon week-end choc. C'est une nouvelle collaboration qui est vraiment le fun, notamment grâce à la présence de Jean-Sébastien Drolet, Franck Lègle, deux gars que vous connaissez peut-être, qui sont très impliqués dans la communauté trail, qui vont mettre la main à la pâte pour ce week-end choc-là. Donc ça va être très, très, très intéressant. Pour les inscriptions, ça se passe sur le site des épisodes Nord, donc le lien aussi est dans le descriptif. On saute un autre sujet, mais avant de se rendre en Californie, on va prendre un petit détour par la Suisse parce que Alex Ricard et Rémi Leroux, que j'avais reçus ensemble au podcast il y a vraiment pas trop longtemps, à peine une semaine après les championnats du monde de trail en Autriche, ils se sont rendus en Suisse pour participer à on va essayer de le dire comme il faut, la Nérivu-Moléson, une course verticale écoutée de 10 km et 1290 mètres de D+. Les deux Québécois ont fait des performances exceptionnelles, terminant respectivement 2e et 3e. Derrière, écoutez, c'est pas gênant, derrière le spécialiste du kilomètre vertical au monde, Rémi Bonnet. D'ailleurs, petite histoire, je rentre dans les stats, si ça vous intéresse pas, je vous jure, c'est comme un plaster, on va tirer, ça durera pas longtemps. Rémi Bonnet a enregistré la cote ITRA la plus haute de l'histoire du trail, dans l'histoire du monde. Avec cette victoire-là. Pour faire une histoire courte, la cote ITRA, ça permet de chiffrer une performance selon le parcours, le ratio de dénivelé par kilomètre, le degré de compétition. Bref, ça donne un résultat sur 1000 qui permet, entre autres, de comparer des performances de trail sur différentes distances, du 100 000 au 200 000 ou 10 km vertical. Pour vous donner une idée, une performance historique comme mettons ce que Jim Wamsley avait fait en 2019 avec le record de parcours sur la Western States, ça y avait donné un 966 qui était une des plus grandes performances de l'histoire en termes de cote ITRA. Kylian Jornet l'année passée sur son UTMB où il s'est battu avec Mathieu, ça lui a donné un 952 sur 1000. Souvent, on va voir que des athlètes élites, c'est du 750 et plus, puis je pense que la moyenne chez le mid-packer moyen, c'est une cote ITRA autour de 300, des fois 400. On est dans ces eaux-là, vous comprenez? Fait que du 900 et plus, c'est du très, très, très élite et du très, très, très performant. Dans le cas de Rémi Bonnet, il a atteint le chiffre de 970, la meilleure cote de l'histoire. Ce que ça veut aussi dire, c'est qu'Alex Ricard et Rémi Leroux, nécessairement, ils ont reçu des cotes exceptionnelles. Puis ça, pour des athlètes de haut niveau qui souhaitent percer à l'international comme eux autres, c'est super, super important. On parle de 901 pour Alex, puis 883 pour Rémi Leroux. C'est vraiment des très grosses cotes, c'est stratosphérique. Écoutez, en intégrant la cote de cette course-là à leur cote générale qui, pour encore là faire une autre histoire courte dans l'histoire courte,
On prend la moyenne des 5 meilleures performances au cours des 3 dernières années. Bien sûr, avec des cotes comme ça, ça rentre dans le calcul parce que les gars ont eu des grandes performances, mais là, c'est dans un autre monde. Alex est maintenant le numéro 1 au Canada. Il est la cote ITRA la plus forte au Canada. Puis Rémi passe 4e à l'échelle canadienne, donc c'est vraiment trippant. Moi, ce que j'aime de la cote ITRA, c'est le fait de pouvoir permettre de comparer des performances entre différentes courses, indépendamment de la longueur de l'événement, puis en analysant le degré de compétition. Bref, beaucoup de chiffres. J'espère que je vous ai pas endormi. Je trouvais ça le fun, la petite statistique que Rémi Bonnet a fait exploser le record. On arrive à la pièce de résistance, la Western States, parce que ce samedi, donc demain matin, si vous écoutez l'épisode à sa sortie, c'est la grand-messe du trail, c'est la Western States qui a lieu en Californie. C'est une année particulière parce que les 2 gagnants de l'an dernier sont pas là pour défendre leur titre. Adam Peterman est blessé, donc ne pourra pas prendre le départ. Puis la néo-zélandaise Ruth Croft a décidé de ne pas faire le voyage jusqu'en Californie. Donc ça ouvre la porte à du 109, puis ça, c'est toujours très le fun à suivre. Avant de couvrir les plateaux élites puis jouer au jeu des prédictions, j'ai d'abord le goût de vous parler de Guy Doiron, un gars d'Ottawa qui est bien actif dans la communauté québécoise de trail. Il va être sur le départ demain matin. C'est un gars qui roule sa bosse depuis vraiment longtemps dans notre sport. Il a complété des 100 000 un peu partout dans la dernière décennie, notamment l'UTMB, la Canadian Death Race, le Vermont 100, le Bromont Ultra 160. Il a même fait un podium en 2016. L'Ultra Trail du Mont-Albert, un 165 km qui a eu lieu une fois en 2017. Le Tour des Géants, Cruel Jewel, bref, c'est pas son premier barbecue. Il y avait 32 tickets puis il a été pigé, donc ça veut dire ça faisait 6 ans qu'il s'essayait pour la Western. Il y aura le dossard 280, donc on va suivre Guy avec attention. Toujours le fun de voir nos Québécois qui sont là-bas pour la Western. Commençons avec les favorites du côté féminin. Sans grande surprise, c'est Courtney Dauwalter qui va être la favorite. C'est la plus grande athlète d'ultra en ce moment. C'est l'une des plus performantes de l'histoire. Cette année, elle tente un doublé assez fou qui est la Western States et la Hard Rock. Donc, les 2 plus prestigieux et compétitifs ultra en Amérique à moins de 3 semaines d'intervalle. Ça va être tough sur la Hard Rock avec si peu de temps de récupération entre les 2 courses, mais elle semble arriver en grande forme pour la Western. C'est une course qu'elle connaît, qu'elle a gagné en 2018, qu'elle a abandonné en 2019 suite à une blessure. S'il y a quelqu'un qui peut faire tomber le record du parcours d'Ellie Greenwood, qui tient depuis 2012, c'est Courtney. Mais attention, ça va être tough cette année pour plein de raisons que je parlerai avec mon invité un peu plus tard. Dans tous les cas, elle va se faire pourchasser par un plateau élite très profond, mais Courtney, bien sûr, part favorite comme chaque fois qu'elle se présente sur une ligne de départ. L'autre favorite, c'est clairement Katie Schide, la gagnante de l'UTMB de l'an dernier. Depuis sa victoire à Chamonix, elle a continué de performer. Elle a remporté le Coastal Challenge au Costa Rica. Elle a remporté l'Eco Trail Paris en mars dernier. Ça va être très intéressant de voir la première vraie bataille entre Katie Schide et Courtney Dauwalter parce que depuis que Katie est au top, je pense pas que les 2 coureuses ont compétitionné une contre l'autre, fait que ça va être bien intéressant à suivre. Parmi les femmes qui ont fait le top 10 l'an dernier puis qui sont de retour, il y a Emily Hawgood du Zimbabwe qui avait fait une solide 5e place l'année passée. À noter que c'est une ancienne gagnante de l'UTHC 125 en 2019. Elle passe beaucoup de temps aux États-Unis, elle connaît bien le parcours, donc elle pourrait s'imposer. Il y a aussi Camille Herron, une des coureuses d'endurance les plus performantes de l'histoire, mais qui est souvent plus sur des records de 100 000 sur piste, de 24 heures, 48 heures sur piste. La Western, c'est moins son type de terrain naturel, mais elle a quand même fait une solide 8e place l'an dernier. Par contre, cette année, il y a pas mal plus de neige qu'à l'habitude. Le premier 30 miles du parcours va être très accidenté, neigeux, boiteux. Ça pourrait jouer contre elle, mais elle n'a jamais oublié Camille Herron, très solide tout le temps. La Canadienne Jenny Quilty, gagnante de l'UTHC 125 en 2021, va être sur le départ après une victoire à la Doi Inaton, un 100 000 en Thaïlande, qui lui a permis d'avoir un golden ticket pour la Western. C'est un nom à surveiller, tout comme une autre gagnante de l'UTHC 125, celle de 2022, Priscilla Forgy, qui a démontré son gros potentiel sur du roulant désertique en prenant la 2e place à Canyons, un 100K en avril. Bref, 3 des 4 dernières gagnantes de l'UTHC 125 seront sur la Western State. Beau hasard quand même. Les Américaines Nicole Bitter, Casey Lichtide pourraient également très bien faire. C'est des filles qui performent bien sur des courses roulantes et rapides, mais qui n'ont pas encore eu de big break sur la Western. Donc des noms qu'on pourrait entendre demain pendant la course. Pas de doute là-dessus. 2 derniers noms à retenir, Ida Nilsson et Kelly Henniger. La Suédoise Ida Nilsson, ça va être son premier 100 000,
mais ses expériences sur des courses similaires à la Western en début d'année laisse présager quand même un très grand potentiel. Elle a terminé 5e à Black Canyon, puis première à The Canyons, le 100 km, qui emprunte les sentiers de la Western. Donc, un nom à surveiller. Puis, Keely Henniger, ben, c'est une fille qui performe vraiment très bien sur ce genre de parcours-là, qui n'a pas encore réussi à livrer une performance, je pense, à la hauteur de ce qu'elle est capable à la Western. Moi, personnellement, je pense que cette année, c'est la bonne. Mes prédictions de podium, on va s'amuser, hein, c'est des prédictions, ça veut absolument rien dire, mais ça rajoute un petit peu de piquant. Courtney, première place, mais pas de record du parcours. Par contre, avec la neige et tout, je doute que Courtney pourra passer sous les 17 heures. Elle pourrait me faire mentir, mais dans tous les cas, Courtney va l'emporter. Katie Scheid va être la deuxième femme. Après une belle bataille avec Courtney, mais je pense que sur le dernier 20-30 km, Courtney, l'expérience sur cette course-là, sur ce parcours-là, c'est là que ça va payer. Et selon moi, c'est Keely Henniger qui va compléter le podium. Elle va livrer une grosse performance, elle a un gros potentiel. C'est le temps qu'elle ait son big break à Western State, fait que c'est là que ça se passe. Donc, c'est mon top 3. Voilà. Côté des hommes, ça va chauffer. L'absence d'Adam Peterman, ça ouvre la place à un nouveau gagnant de la Western State. Puis cette année, le plateau élite masculin a vraiment, vraiment beaucoup de profondeur. Dans le top 10 de 2022, il y a 7 coureurs qui ont saisi l'opportunité de revenir, dont Hayden Hawks et Arlen Glick, qui avaient terminé respectivement 2e et 3e. Hawks, il est fait pour ce genre de course-là. L'année passée, il avait été le meneur de la course pour une bonne partie. Puis il semble en très grande forme cette année. L'année passée, c'est la chaleur qui était rentrée dedans qui avait fait perdre du terrain sur Peterman. Donc, on suppose qu'il a redoublé d'efforts pour l'acclimatation à la chaleur. Arlen Glick, pour sa part, lui, il a tout ce qu'il faut pour avoir une journée parfaite puis potentiellement l'emporter. Il a complété 3 courses de 100 000 depuis la Western State 2022. Il s'enligne cette année comme Courtney sur le doublé Western State Hard Rock. Je serais vraiment, vraiment pas surpris de le voir gagner la Western State demain et je serais encore moins surpris de le voir battre le record du doublé. Ces 2 courses-là, Western State Hard Rock, le record appartient à Jeff Browning, un nom que je vous ai déjà répété plein de fois. 37 heures, 12 minutes, 43 secondes pour les 2 courses. On parle des temps combinés. Ça a été fait en 2016. Arlen Glick va avoir ça, mais là, on parle de la Western, puis encore là, juste pour la Western, pourrait faire une très, très grande performance. Tyler Green, qui avait terminé 4e l'année passée. Ludovic Pomeray, un ancien invité du podcast, qui avait terminé 6e. Alex Nichols, 8e. Cody Lind, 9e. Scott Traer, 10e. Sont tous de retour, puis peuvent tous causer des surprises. Personnellement, je ne les vois pas remporter le Cougar, le trophée pour la première place, mais c'est des noms à surveiller, puis ils vont mettre de la pression sur l'avant du pack. Donc, bon, Hayden Hawks, Arlen Glick, c'est des favoris parmi le top 10 de l'an dernier. Puis j'ajoute à ce groupe-là de favoris 4 autres coureurs qui pourraient vraiment, vraiment l'emporter. Donc avec Hawks et Glick, on va appeler ça le 6-pack de coureurs élites qui vont nous donner un excellent show demain. Je serais pas surpris de les voir s'alterner en tête, de courir en petits groupes, de se rendre ensemble jusqu'à la traversée de la rivière qui est au 78e mille. Puis c'est là que la course va commencer. Donc c'est quand même fou. Avec 22 000 à faire, une course qui pourrait commencer. En tout cas, ça ferait un scénario, ça ferait un maudit bon show. On aimerait ça. Donc, Hawks, Glick, 3e membre de ce 6-pack, c'est Tom Evans, coureur britannique qui avait terminé 3e à la Western State en 2019, mais avec un chrono de 14h59. Avec ce temps-là, on s'entend, il aurait gagné la grande majorité des éditions de la Western State. 2019, c'était tout simplement fou. Il y avait Jim Wamsley, il y avait Jared Hazen qui avait connu des journées exceptionnelles sous le record du parcours existant. Mais Tom Evans, sous les 15 heures, c'est immense. Il est allé chercher son entrée avec un Golden Ticket à l'UTMB l'an passé, il avait fini 3e. Mais c'est quand même rendu à Black Canyon où il a terminé 2e. On s'entend, ça lui aurait donné un autre Golden Ticket, mais ça marche pas de même. Bref, il est vraiment très, très solide. Puis il n'y a pas de doute que ce gars-là, dans la tête des autres compétiteurs, c'est lui, je pense, le vrai grand favori. Les 3 autres membres de mon 6-pack, ça va être leur baptême de la Western State. Puis on a souvent dit que c'est une course qui est particulière, qu'il faut l'essayer plusieurs fois avant de la maîtriser, etc., etc. Ça va avoir pris 2 échecs à Jim Wamsley avant de la gagner 3 ans en ligne. Par contre, Adam Peterman fait mentir cette idée-là parce que l'année passée, comme Courtney en 2018, ils l'ont gagné à leur première tentative. Donc, est-ce que c'est encore vrai que ça prend plusieurs essais avant de maîtriser la Western? Je sais pas. Mais les 3 gars que j'ajoute à mon 6-pack, c'est des gars qui pourraient vraiment, vraiment, vraiment l'emporter puis qui sont devant, selon moi, le reste du top 10 dont je vous parlais tantôt.
Le premier, vous le connaissez bien, c'est un certain Mathieu Blanchard. Il arrive avec un très, très gros build-up. 3e place au Marathon des Sables, il est allé tester la chaleur en avril dans ce désert-là. Donc, un terrain complètement différent, mais il reste que la chaleur est là. La vitesse, il est allé la chercher dans un camp d'entraînement au Kenya avec la clinique du coureur. Les jambes de montagne, il est allé les chercher avec l'ascension du Kilimanjaro en Tanzanie. Puis la vitesse de marathon, mais au marathon de Paris, il a fait un 2h22 36 secondes avec une moyenne de 3 minutes 20 par kilomètre, un split négatif, une gestion de marathon assez exceptionnelle. Donc, une préparation chirurgicale, une préparation vraiment optimale pour la Western State. C'est même l'athlète Salomon Thibaut Barognan qui est spécialiste des formats de 30 à 50 km, 4e au championnat du monde en Autriche, qui va être son pacer. Bref, tout est en place pour que Mathieu ait une grosse journée. Plusieurs analystes, des podcasteurs américains, le place parmi les coureurs à surveiller, mais jamais comme favori pour l'emporter. Il mentionne son inexpérience sur la course, il parle de ses aptitudes de course en montagne versus une course comme la Western qui est plus roulante désertique. Ça, c'est parce qu'ils connaissent pas Mathieu puis son approche, je le disais tantôt, chirurgicale de la course. Mathieu, c'est un ingénieur, c'est un analyste, un gars qui réfléchit. Il s'entraîne sur le parcours, il se prépare depuis des mois. Il a probablement consulté tous les livres, tous les blogs, tout ce qui s'est dit sur la Western State. Il a probablement consulté mon invité de tantôt parce qu'elle a déjà fait la Western. Bref, Mathieu, il est prêt. Ça va être beau à voir à l'œuvre demain. Il va nous rendre fiers, peu importe ce qui se passe, mais un nom à surveiller, c'est certain. Le 5e membre de mon 6-pack, c'est Dakota Jones, un gars qui roule sa bosse depuis plus de 10 ans, qui a fait un gros comeback depuis l'année passée. 3e à la Hard Rock en 2021 derrière Kylian Jornet, François Dayan. Pas gênant d'être 3e derrière ces deux gars-là. Ensuite, premier à Javelina 100, une course en octobre qui est assez similaire avec la Western State. Écoutez, il a rentré un 100 000 en moins de 13 heures à Javelina. C'est complètement fou. C'est très rapide. Puis, il a remporté la Transvulcania un peu plus tôt cette année. Il arrive en Californie avec le couteau entre les dents. Donc, ça va être très intéressant à suivre. Le dernier, et non le moindre de mon 6-pack, c'est Anthony Costales. Il a remporté Black Canyon en février en fracassant le record du parcours par plus de 19 minutes. C'est immense. Il a aussi remporté The Canyon 100 kg en 2021. S'il y a 2 courses aux États-Unis qui simulent le mieux la Western, c'est Black Canyon, c'est The Canyon, c'est ces deux-là. Puis Costales a gagné les 2. Il y a aussi de l'expérience sur la distance du 100 000, donc ça va être très, très intéressant de voir ce qu'il va faire demain. Donc, c'était mon 6-pack de favoris. Hawks, Glick, Evans, Blanchard, Jones et Costales. Les températures vont être chaudes, le pace va être rapide. Il y a certainement et malheureusement de ces gars-là qui vont exploser. Ça arrive tout le temps à Western State. Je serais très surpris que mon 6-pack soit dans le top 10 parce qu'on le souhaite pas, mais c'est une course où il y a beaucoup de DNF. Ça part très vite, ça explose. La digestion quand il fait 45 degrés puis que tu roules à 4 du kilo dans des canyons, tout ça fait qu'il y a beaucoup d'abandon chez les élites et chez les hommes élites, si on regarde les statistiques. Donc, je le souhaite pas, mais je pense que de ce pack-là, ça va se tirer, puis il y a peut-être des joueurs qui vont tomber au combat en cours de route. Faut le faire, faut que je fasse une prédiction malgré que je voudrais juste dire voici mon top 6, mais on va jouer au jeu des prédictions. Mathieu Blanchard, je peux pas faire autrement que de le choisir pour gagner cette course-là. Il est en forme, il est prêt comme jamais, il va faire une course intelligente, il va laisser les fusées partir trop vite en début de course, se brûler sur la première moitié du parcours, puis moi je suis pas mal sûr qu'on va le voir prendre la tête de course à partir de la traversée de rivière. Il va y rester 22 000, il va arriver là plus frais que les autres, direction Auburn, le stade, la ligne d'arrivée. Numéro 2, Dakota Jones, pour son expérience, son mental de feu, ses jambes de dénivelé. On dit toujours que la Western State, c'est roulant rapide, mais il y a quand même plus que 5000 mètres de D+. Puis en fin de course, mais ça va être payant d'avoir encore des jambes de dénivelé. Donc Dakota Jones 2e et Tom Evans, éternel 3e après la Western State 2019, l'UTMB 2022. Il semble en très grande forme, mais faut mettre des favoris. Puis Tom va être 3e, ce qui est vraiment pas gênant. Puis il va pouvoir revenir l'an prochain pour peut-être l'emporter. Avant qu'on termine cette portion-là de l'épisode puis qu'on jase avec mon invité, j'ai 2 derniers points pour vous. D'abord, dimanche 25 juin à 10h, je vais être en Facebook Live sur la page J'ai pas sorti du bois avec votre geek préféré, Nicolas Dan. On va revenir sur la Western State. Manquez pas ça. Parlant de Nicolas Dan, il nous a préparé ses prédictions. Donc, avant de revenir sur mes derniers points d'épisode, on écoute Nicolas Dan. Alors on est là, c'est l'heure, c'est la Western States et on va faire ce qu'on aime le plus avec Yannick, c'est
prévoir notre top 3 pour la Western. Donc moi mon grand vainqueur cette année, moi j'ai toujours la superstition de jamais mettre Matt premier parce que comme ça il peut m'étonner puis aller plus loin. Donc je vais continuer sa superstition. Donc ça veut dire que d'une manière cachée, j'ai envie qu'il gagne. Mais je vais mettre Aiden Hawk. Je pense que Aiden il a prouvé dans sa préparation qu'il est très 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 solide. Il a fait des gros training blocks aux États dans la chaleur. Matt deuxième parce que je pense que Matt c'est une super belle année pour lui. Beau build-up, Coastal Challenge, Marathon des Sables, 2,22 au marathon. Et derrière, moi j'hésite vraiment beaucoup entre Tom Evans et Dakota Jones. Mais j'ai mis Tom Evans en troisième de cette Western States côté masculin. Côté féminin, malheureusement, s'il y avait eu Marianne qui ne serait pas blessée, je pense que ça aurait été un différent top 3 de ce que je vais mettre. Mais je vais t'étonner Yannick et sûrement aussi pas mal de monde, mais j'ai envie d'un peu bousculer la hiérarchie et un peu les prédictions puis mettre un petit peu de piment. Mais je mettrai Katie Scheid qui remporterait cette Western States 2023. Katie elle est extra prête. Ça fait depuis le mois d'avril qu'elle est aux États, Flagstaff, tout ça, puis elle fait des très très gros training blocks là. Moi j'ai regardé pas mal son Strava, puis c'est assez impressionnant ce qu'elle s'est mise. Ensuite de ça, je mettrai la reine Courtney. Tu sais, Courtney va être là. Moi j'espère vraiment que ça va être une course folle entre les deux. Puis en troisième, je mettrais une petite surprise, je mettrais Ida Nilsson. Enfin, c'est pas une surprise, mais c'est son début sur 100 miles, mais elle a tellement prouvé dans le passé que elle peut jouer les troubles faits là-dessus. Et voilà, les jeux sont faits. Dernier point, si vous voulez suivre la course de même assez simple, allez voir la page de la Western States Endurance Run. Il va y avoir un suivi qui est live en vidéo, ça va être vraiment cool. Vous pouvez aussi suivre iRunFar sur Twitter qui donne toutes les infos en temps réel. C'est assez impressionnant la vitesse à laquelle il tweet. Et bien sûr, je pourrais pas m'empêcher de vous partager les faits saillants de la course en story sur Pas sorti du bois, donc surveillez ça. Assez jasé en solo, c'était une longue celle-là, hein? C'est maintenant le temps d'accueillir mon invité. Vous la connaissez très bien. Elle est présentement en Californie pour supporter ses coéquipiers Salomon et son ami de longue date Mathieu Blanchard. C'est la détentrice du record du plus grand nombre de participations à Pas sorti du bois, Marianne Hogan. Marianne, bienvenue à Pas sorti du bois. Allô, salut, merci. En direct de la Californie. Yes, en direct de la Californie. Ça fait du bien d'être ici. Ah oui, c'est ça, on niaisait quand on s'écrivait parce que là, tu avais fait après tous les concepts de Pas sorti du bois, mais pas encore le café du vendredi. Fait que maintenant, tu peux faire un check. Ce bout-là aussi est réglé. Ouais, exact. C'est le fun de t'avoir pour jaser de la Western State parce que tu vas le vivre d'une façon nécessairement différente de l'année passée. On avait parlé au dernier épisode ensemble, mais ça reste que tu es directement dans l'action. Tu es dans un chalet avec des gens qui vont participer à la course, qui vont crewer, qui vont pacer et tout ça. Fait que tu es directement dans l'ambiance. Comment ça se passe en ce moment? Est-ce que tu sens que ça commence à être palpable? On est à quelques heures du départ de la course. Ouais, c'est très palpable. Autant dans la maison ici que dans le centre de ski là, de Palisades. Hier soir, on est allé à un happy hour qui a été mis en place par Free Trail de Dylan Bowman. Puis il y avait beaucoup d'athlètes qui vont prendre le départ. Puis l'excitation était à son comble, c'est sûr. Ben c'est ça, tu sais, c'est la grande messe du trail, en tout cas américain, mais j'ai l'impression que c'est une des courses qui est la plus suivie avec l'UTMB. Donc c'est sûr qu'il y a un hype encore là. Puis j'en parlais dans l'autre portion de l'épisode, mais tu sais, les deux fields, autant hommes que femmes, est très deep. Il y a vraiment beaucoup d'athlètes de talent qui prennent le départ. Encore cette année, c'est toujours comme ça, mais pas de doute que le hype est là puis ça va suivre la course d'un peu partout dans le monde. Avant qu'on entre dans la Western, je voulais prendre de tes nouvelles. Toi, comment ça va depuis qu'on s'est parlé? Ça avait été un épisode qui avait été extrêmement apprécié par les gens. C'était super touchant, je pense, de voir comment tu vivais ça. Puis les gens sont toujours, je pense, aussi impressionnés. Puis moi, le premier, de comment tu peux prendre ces nouvelles-là, puis comment tu t'ouvres comme ça. Donc, depuis ce temps-là, comment va la vie? La vie va bien, je te dirais. Ça a été un 2 mois beaucoup plus calme que prévu, mais écoute, j'en ai bien profité. Là, je suis allée voir des amis au Colorado, je suis allée passer du temps avec ma famille. Et puis bien sûr, là, je suis en Californie avec l'équipe Salomon. Puis ça fait un plaisir d'être ici, là, même si je suis pas capable de courir
ou de m'entraîner sérieusement avec eux, ben c'est sûr que ça fait du bien de juste être autour de tout le monde, puis de quand même faire partie de l'événement, puis de le vivre autrement, comme tu dis. Donc, le moral va bien, je te dirais. C'est sûr que là, je suis rendue à presque 9 semaines sans courir. Je pense que le lundi prochain, ça va faire 9 semaines. Et puis, j'ai hâte d'en arriver à mon 12 semaines, puis de potentiellement pouvoir tourner la page. Mais évidemment, il va falloir que je continue à être patiente, puis de bien faire les choses. Puis, c'est un jour à la fois. Fait que c'est 12 semaines le moment où tu vas pouvoir recommencer à tranquillement courir. Ben, c'est sûr que je vais faire une autre résonance magnétique là, juste pour Ben oui. m'assurer que en fait je reprenne pas trop rapidement. Donc je fais en fait ma résonance magnétique un peu plus tôt que le 12 semaines. Je pense que c'est peut-être un souhait d'essayer de voir si je suis capable de recommencer plus tôt, mais bon, rendu là, je pense que le plus gros de la patience est fait là. Maintenant, c'est juste de s'assurer que je reprends tranquillement, puis que je saute pas d'étape, puis que je me prépare bien là pour les prochaines années. Ben oui, c'est très sage. Il y a beaucoup de monde qui m'écrivent, tu sais, c'est un sport où il y a beaucoup de blessures nécessairement. Puis en plus, quand on en parle dans les épisodes, ben les gens se confient à moi, m'écrivent, veulent des conseils. Même souvent, la première chose que je dis, c'est que je suis pas un expert, mais consulte telle affaire. Tu sais, je peux donner un peu de conseils, mais il y a un truc qu'on entend souvent, c'est au-delà de la blessure, au-delà de la douleur, c'est de trouver une façon de combler ce manque-là dans le quotidien. Tu sais, on le sait, là, tu t'entraînais énormément, ça prend beaucoup de place dans un horaire. Euh, Est-ce que tu as trouvé quelque chose au quotidien qui peut un peu remplacer la course ou quelque chose qui te fait du bien? Parce que au-delà de s'entraîner pour des objectifs, il y a la paix que ça nous amène, il y a le plaisir que ça nous amène, il y a les endorphines, tout ça, ça a un effet psychologique, neurologique sur notre quotidien, sur le travail. As-tu trouvé ça dans les dernières semaines? Ben, c'est sûr que moi, c'est important d'avoir comme une période d'au moins 1 heure dans une journée où je mets des écouteurs puis j'oublie un peu ce qui se passe dans la vie, que ce soit pour écouter un livre, pour écouter de la musique, ou quoi que ce soit. Donc, c'est sûr que dans les dernières semaines, ça a été un peu différent ce que je pouvais faire, là. Donc, j'ai été nager, j'ai été au gym, j'ai fait beaucoup plus de bras que, que j'ai besoin, mais ça m'aide un peu à déconnecter. Puis, donc, c'est ça que j'ai fait qui a fait en sorte que je suis capable un peu de garder un semblant de, de, de plaisir dans mon cerveau, là. J'ai besoin vraiment de se déconnecter là. Mais bon, j'ai pas, pour moi, j'avais pas besoin d'ajouter un autre hobby à la liste de choses que je fais, là. Pour moi, c'était plutôt important de passer du temps avec les gens qui sont importants pour moi. Puis, j'ai juste utilisé ce temps-là pour faire ça. Puis, j'ai pas fini de faire ça, hein. Je suis pas encore sortie du bois, comme on dit. Et puis, fait que je vais continuer de passer du temps avec mes proches, puis essayer de faire de faire ça la partie centrale de ma vie présentement. Puis éventuellement, je vais pouvoir retourner à la course à pied, là, puis je vais être bien contente d'y être. Bon, c'est le fun. Est-ce que c'est encore dans les plans pour ta famille de voyager avec toi jusqu'à Chamonix pour l'UTMB? Donc, pas à Chamonix. Par contre, c'est drôle que tu me demandes ça parce que toute ma famille arrive aujourd'hui à Tao. On va passer une semaine sur le bord du lac Tao. Puis, tu vois, ça va être vraiment cool, là. Je peux pas te dire la dernière fois qu'on a fait un voyage tous ensemble, qu'il n'y avait pas une course de prévu. Donc, ça va être différent pour moi, de pouvoir voir tout le monde. Puis ça va me faire du bien, c'est sûr. Ben oui, je me rappelais que c'était un de tes deux voyages, une de tes deux courses, que ta famille venait puis que ça tenait, ça allait encore être là malgré le fait que tu le courais pas. Donc bon, Ouais, là, c'est là que ça se passe. Parlons de la ouais. Western parce que au-delà d'être là avec l'équipe Salomon, est-ce que tu vas avoir un rôle dans la course de quelqu'un? Est-ce que tu fais le crew? Tu sais, ça va être quoi ton implication demain pendant la course? Ouais, donc moi je suis Mathieu avec Alix. En fait, on va faire les gros points de ravitaillement. Il y en a certains qu'on va skipper évidemment parce que juste de question de logistique, là, c'est plus facile d'envoyer quelqu'un d'autre donner une certaine bouteille à un certain endroit. Mais en gros, je vais suivre Alix. Évidemment, on veut pas être trop de personnes sur Mathieu pour faire sa crew, mais ça va aider quand même d'avoir deux paires de main là, pour la glace, la nourriture et tout ça. Donc, je vais le suivre sur sa course. Puis, j'ai vraiment hâte. Là, je pense que ça va être vraiment le fun de pouvoir vivre la course différemment, là, de suivre, être la crew, puis encourager. Puis, il y a Thibaut aussi, notre ami dans l'équipe Salomon, qui est ici pour faire son pacer. Donc, j'ai l'impression que ça va être une bien belle journée samedi. Comment tu le sens, Mathieu, à l'approche de la course? Tu sais, Mathieu a fait plein de courses à l'international, des gros plateaux, mais c'est quand même son baptême de la Western State. Il semble, en tout cas, de ce qu'on voit de ce qu'il a fait, il a fait les devoirs, il a coché les cases, il semble préparé plus que jamais. Mais toi qui le côtoies comme ça, comment tu le sens? Je le sens prêt. Ouais. Je pense que justement, comme tu dis, je pense qu'il est rendu à un stade dans sa carrière aussi où quand il se pointe sur une
ligne de départ, c'est parce qu'il a vraiment coché toutes les cases. Puis c'est cool à voir, hein. C'est ça, moi ça fait 3 semaines maintenant, je pense qu'on est ensemble ici en Californie, puis je vois que évidemment toutes les cases sont cochées. Puis c'est ça qui est cool aussi, c'est quand tu fais bien ton travail en amont, ben la semaine avant la course, tu peux vraiment relaxer. Je pense que ça c'est une bonne leçon aussi, c'est que si tu veux arriver relax à la ligne de départ, faut vraiment que tu t'assures que les mois d'avant ou les semaines avant, tu as vraiment fait tout le travail, ou les années avant même, pour que tu puisses être vraiment reposé la semaine de la course. Puis c'est vraiment l'ambiance qui règne au chalet ici. Là, c'est cette semaine, en fait, c'est la semaine la plus détendue même. C'est relax, puis tout le monde profite les uns des autres. Là. Encore une fois, c'est le taper, donc eux autres aussi ont plus de temps. Fait qu'on a plus de temps pour niaiser, rigoler, on a fait un photoshoot, des choses comme ça, quoi. C'est le bon temps. Puis pas avec n'importe qui. En plus, c'était Alexis Berg qui était là. Fait que les photos, il y en a une et également, je l'ai Ouais. partagée sur en story de Pas sorti du groupe. J'ai dit nommer ce band-là parce que vous êtes les 5 athlètes Salomon avec Vincent Viette, Courtney, Mathieu, Thibaut et toi. Mais vous avez tous un visage hyper sérieux alors que tout ce qu'on voit de ce qui a l'air de se passer de vos entraînements puis ce qui est partagé sur les médias sociaux, c'est des fous rires du plaisir. Ça avait l'air d'être sur un cover d'un album d'un groupe rock country, on sait pas trop, là. Ouais, c'est exactement la photo que j'ai partagée aujourd'hui. Je pense que c'était ma photo préférée aussi. C'est vraiment très drôle. Surtout que moi, j'ai beaucoup de misère à faire la face sérieuse, donc Beaucoup d'efforts pour en arriver là. ouais, exact. À chaque année, la Western, la grande question que les gens parlent dans les semaines avant, au-delà de le jeu des prédictions, c'est la température. Est-ce que ça va être une année chaude? Est-ce que ça va être une année moins chaude? Ce qui veut dire quand même du 30 degrés et plus tout le temps dans les canyons. Les snow patch, on s'entend que cette année, paraît-il qu'il y a plus de neige que d'habitude. C'est quoi, toi, sur le terrain, en côtoyant les athlètes qui s'en vont se lancer sur cette course-là, puis toi-même, nécessairement, vous allez faire le crew. C'est quoi en ce moment les prédictions? À quoi on s'attend comme température demain? Ben, on s'attend à une température plus clémente pour la Western States. Là, c'est sûr qu'il va quand même faire chaud, mais ce sera pas la chaleur suffocante qu'on a eue l'année passée, je crois. Mais faut savoir aussi que la température ici aussi, ça change quand même assez rapidement. Mais pour le moment, la température à Auburn est définitivement plus froide que les années précédentes, ce qui va faire quand même une année intéressante parce que la première section de la course, comme tu l'as mentionné, elle est enneigée, elle est très enneigée, beaucoup plus enneigée que l'année passée. Donc ça va ralentir le début de course. Par contre, il va y avoir une fin de course qu'on prévoit beaucoup plus rapide parce que il va faire plus frais et puis il n'y aura pas de neige là à partir de un certain moment. Donc je pense que ça va être très intéressant. Puis c'est sûr que des conditions comme ça vient jouer un peu avec les prédictions parce qu'on ne sait pas vraiment comment les gens réagissent sur la neige et puis par après comment on transfère ça dans la course plus rapide. Donc, je pense que ça fait en sorte que pour les spectateurs, ça va être très intéressant à suivre. Ben, c'est ça que je voyais que sur les 30 premiers miles, il y avait beaucoup plus de neige que les années précédentes. On compare beaucoup avec 2017, qui était une année où il y avait énormément de neige, température plus clémente. C'est une année où Jim Wamsley était parti en avant en essayant de maintenir ses pace objectifs pour battre le record du parcours, mais dans une édition où c'était impossible vu la quantité de neige. Puis il s'en était tenu à ça, puis il avait complètement explosé. J'ai hâte de voir demain comment le pack en avant, autant hommes et femmes, comment ça va se comporter sur ce premier 30 miles-là, plus enneigé, où ça va être difficile de maintenir des paces hyper hauts, sachant qu'il va y avoir de la neige. Encore là, est-ce que ça va fondre? Est-ce que ça va craquer? J'entendais aussi dans un podcast, ça disait que le back of the pack, tu sais, les gens qui sont plus dans la deuxième moitié risquent d'avoir beaucoup, beaucoup de bouettes parce que des centaines de coureurs qui passent dans la neige, ça va faire lever de la bouette. Donc, c'est pas des conditions qui avantagent des coureurs de coureuses qui sont plus sur du très roulant, moins alpin. Donc, ça va être très intéressant à suivre. Oui, puis il y a aussi le côté frustration, quoi. Je pense que mental, c'est plus difficile aussi de courir sur la neige puis de se dire, ah, c'est difficile, puis j'avance pas vite, j'ai gaspillé beaucoup d'énergie. Puis l'important, ça va être de rester calme, et de juste te dire que tout le monde, en fait, doit passer par la neige, puis tout le monde est en train de vivre un peu la même épopée. Donc, je pense que c'est ceux qui vont être capables de garder leur calme le plus longtemps possible, qui vont être capables de, par après, maximiser sur la température plus froide. Mais je pense en 2019 aussi, c'est des conditions un peu similaires où on a vu des temps très rapides. Donc, ça pourrait être intéressant là, de voir que, tu sais, c'est sûr que la neige va ralentir, mais après ça va accélérer. Donc, c'est ça qui fait en sorte que c'est une course qui est très intéressante. Puis, ça va être beau à voir aller samedi.
Sens-tu que dans la préparation de la course, le choix de l'équipement, ces quantités de neige-là qui sont plus importantes, ça impacte les choix que les athlètes vont faire sur qu'est-ce qu'on porte en termes peut-être de choses pour cette première portion-là? 100%, là, je pense que même moi, avant de me blesser au mois d'avril, puis moi, je suis vraiment pas du genre à stresser pour l'équipement, mais c'est sûr que je me posais des questions là, à savoir quelles chaussures j'allais mettre à mes pieds, puis quels allaient être les meilleurs outils là, pour, euh, pour la course. Puis c'est parce que c'est difficile aussi parce qu'il y a de la neige, mais il n'y a pas de la neige tout le long, hein, donc il y a des sections où t'es pas sur la neige, donc est-ce que tu veux des mini crampons? T'as pas le droit des crampons qui sont à l'extérieur des souliers, mais tu as le droit des chaussures qui ont des petites pines en dessous des pieds. Donc, à savoir si c'est mieux de les avoir ou de pas les avoir. Puis, c'est le genre de décision que tu tournes dans ta tête plusieurs fois avant de prendre la décision finale. Ça va être intéressant à suivre, de voir les stratégies, parce qu'on sait que ça peut avoir un impact, le choix d'espadrilles, où on les change. Vu qu'on les change, on perd du temps. C'est qui que je voyais? Je pense que je vais pas me tromper, mais je pense que c'est Anthony Costales il est extrêmement rapide dans ses changements. Puis il y a une course qu'il a faite en janvier, que je pense qu'il a été arrêté littéralement 20 secondes pendant sa course. Donc, c'est quelqu'un qui fait ses courses. Nécessairement, il n'y a pas de changement d'espadrille quand tu prends 20 secondes de pause, mais là, tout ça fait partie de la stratégie aussi, à quel endroit on les change, si on les change et tout ça. Donc, ça va être le fun de suivre ça aussi pour les geeks là, de regarder puis de voir les changements. Ça fait partie Ouais, du ouais. charme du sport. Il s'est passé de quoi d'assez intense et grave? On le sait, les feux de forêt en ce moment, c'est partout en Amérique, ça fait rage au Québec aussi. Mais en Californie, c'était un peu plus tôt. Il y a eu le Mosquito Fire qui a rasé des sections du Mhm. parcours complètement. Puis j'ai entendu dire que ça tient quasiment du miracle s'il y a une Western State cette année, parce que considérant les fermetures de parcs qui ont été engendrées par le feu et tout ça, il a fallu que l'équipe de la Western State redouble d'efforts. Ils ont fait du trail work fin de semaine après fin de semaine pour aller arranger, puis finalement avoir les autorisations de passer là pour la course. Le parcours est un peu impacté, mais paraît-il qu'il y a un tronçon de 16 miles où ça va être complètement à découvert, alors qu'avant, c'était un peu plus couvert par les arbres, un peu plus d'ombre, sur un parcours qu'on sait déjà très chaud, avec déjà des sections dans les canyons qui sont étouffantes. Tu peux en témoigner l'année passée. D'avoir ce 16 miles-là de plus à découvert au soleil, ça va avoir un impact, je suppose. Ouais, ça va avoir un impact, c'est sûr. Comme je t'ai dit, ça va peut-être avoir un moins gros impact cette année parce que les températures sont un peu plus froide. Et froide, c'est un gros guillemet là, parce qu'il va quand même faire chaud, mais c'est sûr que dans les années à venir, je pense que ça va avoir un gros impact. Pour cette année, ça va être dur à voir et ça va vraiment dépendre de la température, mais c'est sûr que ça a un gros impact. Là, c'est surtout en fait à la sortie du deuxième canyon, à passer Forest Hill aussi. Donc toute cette section-là a été quand même très impactée par les feux de forêt. Puis d'ailleurs, les paysages ne ressemblent plus du tout à ce que c'était l'année passée. Et puis effectivement, c'est très alarmant et inquiétant là, qu'on ait vécu ça. C'est pas la première fois que le sentier Western States a subi des feux de forêt, mais c'est sûr que c'est toujours triste à voir. Non, c'est ça. Ça va être différent comme paysage, en tout cas. Surtout quand ça vient d'arriver comme Ouais. ça, là, tu sais, ça va se régénérer dans quelques années, ça va être vert des plus petits arbres, mais là, il paraît que c'est assez particulier visuellement, cette section-là. Mais regarde, la course a fait les efforts, a mis le temps pour pouvoir s'assurer de pouvoir maintenir l'événement, puis justement faire le travail qu'il faut. Ouais. Avant qu'on se laisse, Marianne, selon toi, c'est quoi les choses à surveiller samedi? Écoute, surprendre, je sais pas trop. Je pense que c'est sûr que moi, j'ai un gros penchant vers les deux athlètes Salomon, là, donc Courtney et Mathieu. Je m'attends à ce que on les voit à la tête de la course, mais bon, encore une fois, c'est pas une surprise. J'espère que c'est pas une surprise pour personne, mais sinon, écoute, les topics, non, je pense que comme je vous dis, ça va être intéressant, ça va être très intéressant à voir le changement là, entre la première partie de la course et la deuxième partie de la course. Puis je pense que ce qu'on peut s'attendre à voir, c'est en fait une course qui est beaucoup moins certaine. Donc, il faut bien jouer ses cartes. Et puis, ça va être intéressant de voir aller les élites puis de voir justement comment est-ce qu'ils décident de jouer leurs cartes parce que ça va être très intéressant, comme je te dis, au niveau de la température plus fraîche et puis de la neige qui fait en sorte que c'est plus lent au début, mais plus rapide à la fin. Je pense que ça va être intéressant de voir le tout aller. Je pense qu'on va avoir des belles batailles, on va avoir des beaux groupes qui vont se créer peut-être en début de course, sachant que le premier 30 miles est plus enneigé, donc tout le monde vire un peu dans le beurre, donc peut-être qu'il va y avoir moins d'échappées comme l'an dernier où Ludovic Pomerette est parti vraiment fort, après ça Aiden Hawks, puis après ça Peterman les avait rattrapés. Là, peut-être qu'on va voir des petits pods se créer, puis à un moment donné,
moi, ma prédiction, c'est que la course va commencer à traverser de la rivière, tu sais, que ça va se tenir peut-être un peu plus conservateur là, puis que ça va, vu qu'il va faire plus frais, une fois que la rivière est traversée, là, ça ouvre, puis corrige-moi si je me trompe, mais je pense que le dernier 22 miles est quand même, peut être quand même très rapide quand t'as encore des jambes, là. Ça, tu te trompes pas du tout, c'est ultra rapide, là. C'est vraiment à la fin, là, c'est comme, il faut vraiment que tu sois capable de passer à la vitesse supérieure parce que sinon, tu te fais manger. Ah non, vraiment. Puis on sent vraiment que la communauté est derrière les athlètes et derrière la course. Les gens vont le suivre. C'est suivi de partout dans le monde. Cette semaine, j'écoutais des podcasts du Adventure Jogger, qui est un podcasteur américain, mais qui a fait un spécial à chaque jour avec des intervenants de la Western State. Mais il est sorti du cadre de on rencontre des athlètes. Il est allé rencontrer un historien qui raconte plein d'affaires sur la Western State. Puis c'est vraiment très intéressant. Il y a comme quelque chose qui se passe autour de la course en ce moment. Tout le monde produit plein de contenu. Il y a plein d'articles. Fait que je sens vraiment qu'il y a un buzz. Puis qui samedi, tous les yeux vont être rivés sur la Californie pour la Western State. Donc, ça va être très intéressant à suivre. Puis je te souhaite de t'amuser, d'avoir du plaisir avec Alix pour faire ces ravitaux-là avec Mathieu. Je pense que c'est une Ouais. tâche qui est non négligeable. Tu l'as déjà fait par le passé, on en avait parlé, mais le crew, c'est une tâche hyper tough. C'est différent que de le courir, mais je suis certain que vous allez quand même vous allez quand même trouver le moyen d'avoir du fun à travers ça. Ouais, je pense que oui. Écoute, Marianne, je te souhaite une bonne Western State. Amuse-toi en Californie, amuse-toi à Tahoe avec la famille. Puis j'ai l'impression qu'on va se reparler éventuellement plus tard. Ouais, c'est bon. On se donne rendez-vous quand je vais recommencer à courir. Anytime. Merci beaucoup de ton temps. C'est la fin du Café du vendredi. Je pense, Marianne, qu'on a battu un record même de durée d'un Café du vendredi avec notre entrevue puis la première portion. Parler de la Western, c'est sûr que j'allais parler beaucoup. Puis en plus, la semaine passée, au Québec, s'est passé une tonne d'affaires avec le Gaspésie à l'échappée. Fait que ça fait un gros épisode du vendredi. Demain, c'est la Western. Dimanche, je fais un live avec Nico Dan. Fait que beaucoup, beaucoup de contenu. Mais demain, les yeux rivés sur la course, ça va être vraiment trippant. Merci Marianne, merci tout le monde qui s'est rendu au bout de cet épisode-là, de ce court, long café du vendredi. Comme d'habitude, je remercie Capic 1 pour le café, NAC qui est le partenaire officiel du podcast. Je remercie Noctem, on n'a pas de bière ce matin, je vous rassure. Et à tout le monde, je vous dis à la semaine prochaine, ou en fait à dimanche pour le prochain épisode de Pas sorti du bois, le podcast 100% trail.